l'origine d'Héraclès et son héritage mythologique. Je suis Thésée, chercheur et passionné des récits antiques, et je vous invite à un voyage tranquille au cœur de la Grèce ancienne. Héraclès, figure emblématique de la mythologie grecque, incarne plus qu'un simple héros. Sa naissance mêle le divin et l'humain, fils de Zeus, souverain des dieux, et d'Alcmène, une mortelle. Cette double origine bouleverse la frontière entre les mondes célestes et terrestres, et elle éclaire les complexités de la condition humaine telle que perçue jadis. Eurydice, historienne engagée dans les études sur la culture grecque, éclaire le contexte où cette légende s'est façonnée, un contexte de cités-États vibrantes, où la quête de la vertu et du dépassement de soi nourrissait la pensée collective. Dans une Grèce marquée par la fidélité aux traditions et la vénération des forces supérieures, les exploits de Héraclès ont trouvé un écho puissant. Ainsi, Lysandre, philosophe, analyse les 12 travaux comme des épreuves symboliques autant divines que morales. Ces actes imposés ne sont pas que des défis physiques. Ils représentent une série de transformations intérieures où la mort et la renaissance côtoient l'ordre et le chaos. Callista, experte en culture hellénique, souligne que la transmission orale puis littéraire de cette histoire a permis d'inscrire Héraclès au cœur des imaginaires, tout en reflétant les espoirs et les angoisses d'une civilisation cherchant à définir ce que signifie être un homme. Pénélope, conservatrice d'artefacts mythologiques, rappelle que les traces matérielles associées à Héraclès abondent dans les sanctuaires, les sculptures et les céramiques. Chaque représentation invite à une méditation sur la relation entre l'humain et le divin, sur la force, la faiblesse et l'ambition. Démétrios, analyste rigoureux, propose une lecture parallèle entre ces mythes et l'histoire réelle. Il suggère que les récits des 12 travaux pourraient avoir pour origine des événements ou des luttes significatives dans les premières communautés grecques, transformées et sublimées par le mythe. Cléandre, consultant artistique spécialisé dans les récits calmes et contemplatifs, insiste sur l'importance d'aborder cette légende avec sérénité, afin de faire ressentir au fond de l'auditeur la grandeur tranquille d'Héraclès. Le héros n'est pas une figure d'agitation, mais plutôt un symbole profond de la résilience humaine face aux défis incontournables, qu'ils soient imposés par des forces extérieures ou par la quête personnelle de sens. La lenteur du récit permet une immersion paisible, propice à la réflexion et au repos, sans chercher à impressionner par des émois excessifs. La jeunesse d'Héraclès est aussi le reflet d'une société qui valorise l'héroïsme dans sa dimension collective. Au-delà du nombrilisme, ses exploits redonnent vie à des valeurs fondatrices comme le courage, la justice et la persévérance. Ces vertus, bien que dites anciennes, restent universelles. On peut ainsi percevoir le mythe non comme une simple histoire fantastique, mais comme une pédagogie ancienne qui tente d'enseigner l'équilibre entre puissance et sagesse, entre action et contemplation. Héraclès, à travers ses 12 travaux, incarne cette tension incessante. Les épreuves que ce héros doit affronter évoquent une imagerie riche qui nourrit l'imaginaire collectif. Capturer le sang du lion de Némée, nettoyer les écuries d'Augias ou encore rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides, chacune de ces tâches comporte un double sens, souvent symbolique. Elle représente la confrontation à la nécessité de purifier, de réparer, mais encore de conquérir des espaces inconnus. Ce cycle d'épreuves pourtant ardu promet la transformation d'Héraclès en un être accompli, capable de dépasser ses origines conflictuelles pour devenir un modèle d'humanité. Eurydice insiste notamment sur le poids historique de ces récits dans la construction de l'identité grecque. À travers les siècles, ces légendes ont servi d'éléments fondateurs, unifiant des populations parfois divisées. Leur transmission s'est effectuée dans un cadre social rigoureusement structuré, où la mémoire collective se forgeait via les fêtes,
les rituels et les représentations artistiques. Héraclès n'était pas seulement une figure lointaine, mais un miroir où chaque génération se projetait pour puiser force et inspiration dans ses combats symbolisés. Lysandre propose également d'envisager les 12 travaux à travers la philosophie antique. Ces actes devenaient, pour les penseurs, un guide vers la maîtrise de soi et la discipline. Le héros est confronté non seulement à l'extérieur, mais aussi à son propre intérieur, révélant ainsi la complexité inhérente à la condition humaine. L'équilibre subtil entre le corps et l'esprit, entre la nécessité d'agir et celle de réfléchir, se retrouve dans la progression des défis d'Héraclès. Cette étude philosophique permet de sortir du seul cadre narratif pour comprendre une quête plus universelle. Les collectes d'artefacts menées par Pénélope confirment la richesse des représentations d'Héraclès dans l'art antique. Sculptures, vases peints, fresques révèlent une iconographie variée qui dévoile comment ce héros a été envisagé selon les époques et les lieux. Sa musculature imposante, ses attributs tels que la massue ou la peau de lion, constituent des symboles puissants et ambivalents. Ces éléments offrent une lecture sensorielle qui complète et illustre l'étude textuelle. Ils témoignent du soin apporté par les sociétés anciennes à la conservation et à la célébration de cette figure emblématique. En établissant des parallèles historiques, Démétrios montre que plusieurs épisodes des 12 travaux pourraient s'inspirer de véritables luttes sociales, conquêtes ou événements écologiques vécus par les peuples grecs. Le mythe traduit ainsi en images dramatiques des préoccupations concrètes et réelles. Cette interprétation invite à considérer le récit comme une mémoire vivante, riche d'enseignements pour comprendre les évolutions culturelles et sociales. Elle participe à valoriser le mythe comme un outil d'analyse à travers les siècles. Callista nous rappelle enfin que la culture grecque dans son ensemble a constamment nourri des récits d'héroïsme destinés à enseigner et à rassurer. Héraclès s'inscrit dans cette tradition, mais aussi la transcende par la complexité de son profil. Il incarne la figure de celui qui, au prix d'un long parcours semé d'embûches, accède à une forme de sagesse et de réconciliation avec les forces du monde. Cette lente maturation où se mêlent épreuve et générosité, pouvoir et humilité, demeure un moteur puissant pour la compréhension de la civilisation hellénique. Le récit de ses origines, indissociablement lié à la mythologie et à l'histoire, se prolonge ainsi naturellement vers l'analyse détaillée des fameux 12 travaux. Leur examen approfondi devrait permettre d'en saisir l'essence profonde, au-delà des apparences spectaculaires. Cette plongée vers les étapes qui composent la légende nous conduira à mieux comprendre ce que signifiait être un héros dans l'Antiquité, mais aussi ce que cette figure a conservé de vital pour notre imaginaire contemporain. C'est là que s'ouvre la prochaine étape de ce parcours. Le premier exploit et son symbolisme dans la mythologie grecque, je suis Thésée, explorateur des anciens mythes. Et aujourd'hui, je vous propose une méditation sur le premier exploit d'Héraclès, ce héros dont les actions transcendent le simple récit pour évoquer une épreuve divine. Lysandre, philosophe, soutient que cette première tâche pose les fondements d'une compréhension profonde des limites humaines face à la volonté des dieux. Il insiste surtout sur la nature ambivalente de ce travail, qui n'est ni punition ni récompense, mais un rite initiatique placé sous le regard des puissances célestes. Eurydice, historienne éclairée, ajoute que cette histoire, loin d'être une fiction isolée, s'inscrit dans un réseau de traditions helléniques qui souligne l'importance du passage par l'épreuve. Pour les anciens, Héraclès symbolise l'homme confronté à la nécessité de se dépasser. Son premier exploit, souvent perçu comme la capture du lion de Némée, revêt une dimension initiatique où la force brute se mesure à une nature invincible, celle même d'un animal sacré aux dieux. Lysandre analyse également comment ce lion échappe aux armes conventionnelles, ce qui illustre le refus des moyens ordinaires face aux défis divins. Ainsi,
Héraclès est contraint d'utiliser sa propre puissance physique nue. Un geste qui souligne la nécessité d'une vérité intérieure plus que d'une simple force extérieure. Ce symbole de l'acceptation du réel tel qu'il est, avec ses limites et ses mystères, est crucial pour comprendre l'univers mythique grec. Calista, spécialiste de la culture hellénique, enrichit ce propos en précisant que ce récit traverse les âges comme une métaphore culturelle puissante. L'interdiction d'user d'armes pour vaincre le lion traduit un respect profond pour les lois non écrites qui gouvernent le monde sacré et profane. Elle note que cette idée résonne à travers la littérature, la peinture et la sculpture grecque comme une affirmation de l'harmonie entre l'humain et les forces mystérieuses de la nature. Pénélope, en tant que conservatrice d'artefacts mythologiques, observe que de nombreuses représentations anciennes montrent Héraclès en prise directe avec l'animal, sans intermédiaire matériel. Ces images révèlent une tension entre la vulnérabilité humaine et une puissance intrinsèque que le héros doit mobiliser. Ce combat symbolise un affrontement à la fois concret et spirituel, projeté dans un monde où les mythes s'entrelacent avec la réalité historique proportionnelle. Démétrios, analyste comparatif, suggère que ce mythe s'inscrit dans un schéma universel où le passage par une épreuve de force est une étape nécessaire pour forger l'identité d'un héros ou d'une société. Il établit des parallèles avec d'autres cultures où affronter un monstre équivaut à affronter le chaos, et ainsi à instaurer l'ordre. Le lion devint ainsi un signe de la capacité humaine à réconcilier le sauvage et le civilisé, dimension fondamentale des croyances grecques antiques. Cléandre, qui guide l'écriture sous le prisme d'un récit apaisant, souligne que le rythme modéré de cette narration invite à une contemplation distante, presque méditative, qui permet d'appréhender la symbolique sans diluer sa profondeur. Il insiste sur l'équilibre entre la précision des faits et la fluidité de la langue pour que tout auditeur puisse glisser progressivement vers une compréhension sereine du mythe. Autour de cette épreuve initiale gravitent donc de multiples strates de sens. L'acte de saisir le lion sans armes est un défi majeur à la portée humaine, un pont jeté entre le monde humain et l'ordre divin. Héraclès incarne ce passage entre deux états, une figure qui illustre l'exigence de la condition humaine face aux puissances supérieures, un modèle de courage exercé dans la maîtrise de soi plus que dans une démonstration brute. Lysandre insiste aussi sur la période historique à laquelle ce mythe s'est formé, environ à la transition entre l'âge de bronze tardif et l'époque archaïque. Ce contexte marque une évolution des structures sociales et religieuses, où la figure héroïque gagne en importance symbolique. Le lion de Némée devient alors un signe non seulement d'une force invincible, mais aussi d'une peur collective à surmonter, transformée en un message d'espoir et d'élévation par l'action humaine. Eurydice rappelle que cette épreuve inaugure la série des 12 travaux qui composent le récit d'Héraclès. Débuter par un exploit impossible donne la tonalité de l'ensemble. Chaque tâche est une conquête sur soi et sur le monde, une maïeutique mythologique où le héros est mis à l'épreuve par les dieux et la société. Dès lors, cette histoire reste une source majeure pour comprendre la relation entre les humains et les divinités dans la Grèce antique. Calista revient sur l'empreinte culturelle laissée par ce mythe, laquelle traverse le temps et inspire encore aujourd'hui des œuvres, des réflexions et des symboles. Pour les Grecs anciens, ce récit n'était pas seulement amusant ou divertissant, mais un véhicule de sagesse et d'enseignement sur le cheminement vers la maîtrise de soi et la connaissance des forces invisibles qui gouvernent le monde. Pénélope rappelle également que le lion de Némée était perçu non seulement comme un animal sauvage, mais comme une créature dotée d'une peau impénétrable, symbole de l'invincibilité divine que l'homme ne peut dépasser qu'en trouvant la voie intérieure qu'il transforme. Ce détail est capital pour saisir la portée métaphorique du geste d'Héraclès,
qui, au lieu d'affronter la bête avec des armes extérieures, la terrasse par sa propre détermination. Démétrios approfondit la notion d'épreuve divine, en faisant valoir que ce premier exploit peut être lu comme une initiation rituelle. Héraclès, en réussissant cette tâche, démontre que la condition humaine, confrontée à l'immensité du cosmos, ne peut que progresser par la connaissance et le dépassement de ses propres limites, un principe fondamental dans la pensée antique. Cléandre conclut que le style narratif adopté pour relater cette histoire favorise une réception paisible et intellectuellement nourrissante. Il permet d'embrasser les multiples couches du mythe, tant historiques que symboliques, sans brusquer l'attention ni fatiguer l'esprit. Ce ton posé et mesuré invite à une lecture ou écoute prolongée, propice à la compréhension profonde. Ainsi, le premier exploit d'Héraclès n'apparaît pas simplement comme une aventure héroïque, mais comme une invitation à réfléchir sur la nature même de l'épreuve. Il pose la question de la relation entre l'homme et les forces transcendantes, de l'acceptation des contraintes imposées par le divin et la culture. Cette étape initiale prépare le terrain aux 11 autres, où cette dynamique sera explorée sous différentes formes. Cette méditation invite naturellement à poursuivre l'étude des travaux d'Héraclès, qui devront être envisagés non seulement comme des actions physiques, mais comme une série de transformations psychologiques et spirituelles. Le récit se poursuit donc, offrant une richesse de thèmes à découvrir dans l'étoffe même du mythe grec. Les 12 travaux comme parcours initiatique. Thésée commence par rappeler que les 12 travaux accomplis par Héraclès sont souvent perçus comme des exploits hors du commun, mais leur nature dépasse la simple démonstration de force ou de courage. Selon Eurydice, historienne spécialisée dans la culture grecque antique, ces aventures s'inscrivent dans une logique rituelle et symbolique propre à la société grecque. Elles représentent un parcours initiatique reflétant les valeurs et les défis auxquels un homme pouvait être confronté dans la quête de son propre accomplissement. Pénélope, responsable de la conservation des artefacts liés au mythe, insiste sur le fait que chacun des 12 travaux correspond à une épreuve métaphorique. Par exemple, le combat contre le lion de Némée illustre la confrontation avec l'inconnu et l'invincibilité apparente d'un obstacle primordial. Cette épreuve ne se limite pas à un acte de violence, mais engage une transformation intérieure. Selon Lysandre, qui analyse ces épisodes comme des rites de passage où la force brute cède peu à peu la place à la sagesse. Démétrios s'attache à souligner les parallèles entre ces exploits et des événements historiques grecs. Il rappelle que la lutte contre l'hydre de Lerne, créature à tête multiple, peut être vue comme un symbole des défis collectifs rencontrés par les cités grecques lors des guerres ou des crises internes. Ce travail incarne également un mécanisme ancien de purification, car il nécessite non seulement de vaincre l'adversaire, mais aussi de gérer l'incendie de ses blessures, reflétant un savoir-faire ritualisé. Callista propose une lecture plus large en renforçant l'idée que les travaux d'Héraclès s'inscrivent dans un continuum culturel où chaque exploit correspond à un aspect essentiel de la condition humaine. La capture de la biche de Cérynie, par exemple, met en lumière le lien entre l'homme et la nature, rappelant les pratiques religieuses consacrées à Artémis. Ce travail matérialise un équilibre délicat entre la poursuite de l'objectif et le respect des lois divines et naturelles. Thésée rappelle ainsi la complexité de ces récits, loin d'être de simples contes pour divertir. L'épisode du sanglier d'Érymanthe illustre une confrontation avec des forces sauvages, souvent associées au chaos primordial. Selon Eurydice, ce combat symbolise la maîtrise nécessaire pour rétablir l'ordre et la civilisation. Cette gestion du sauvage souligne l'importance que la société grecque attachait à la modération et à l'équilibre dans la maîtrise des passions. Lysandre enrichit cette analyse en expliquant que la purification des écuries d'Augias ne se réduit pas à une corvée insurmontable.
Elle figure la nécessité de nettoyer les impuretés morales ou sociales, tâche que Héraclès accomplit par un moyen peu conventionnel mais efficace, détournant le cours des rivières. Cette métaphore illustre la capacité à transformer ce qui paraît immuable et à renouveler le monde selon des règles nouvelles. Pénélope revient sur la capture du taureau de Crète pour souligner l'importance de maîtriser des forces extérieures et parfois hostiles. Cet exploit représente un contrôle sur le pouvoir brut qui serait sinon destructeur. Démétrios remarque que ce travail peut être rapproché des rituels de prise de pouvoir, où la domination sur des créatures puissantes symbolise la légitimité accordée par les dieux aux dirigeants terrestres. Calista met en lumière le combat contre les oiseaux du lac Stymphale, décrits comme des êtres nuisibles aux récoltes. Leur destruction évoque une lutte contre des menaces invisibles ou insidieuses pesant sur la communauté. Cette épreuve pourrait être comprise comme une allégorie des efforts collectifs pour préserver la prospérité, renforçant ainsi le rôle social de l'épreuve au-delà de la simple aventure personnelle. Thésée rebondit en évoquant la capture de la jument de Diomède. Ce travail déroule la dimension éthique contenue dans les mythes, puisque ces créatures sont associées à la sauvagerie et la cruauté. Leur apprivoisement ou destruction souligne une victoire symbolique de la civilisation sur la barbarie, une thématique centrale dans la pensée grecque ancienne, très chère à Eurydice. Lysandre affirme que le vol de la ceinture d'Hippolyte introduit un aspect diplomatique et politique dans cette série d'épreuves. Il s'agissait ici de négocier avec des puissances étrangères dans un contexte imprégné de rivalité et d'alliance. L'aspect divin de cet exploit, où Héraclès doit obtenir un objet sacré, traduit la complexité des rapports entre humains et dieux, ainsi que les épreuves morales inhérentes à tout acte de pouvoir. Pénélope rappelle que le bétail de Gérion, distant et difficile à atteindre, symbolise à la fois la réussite matérielle et le dépassement des limites géographiques connues à l'époque. Cet exploit correspond à la conquête du territoire inconnu, mais également à la maîtrise des ressources, thème essentiel dans une économie archaïque soumise aux aléas. Démétrios conclut en évoquant la prise des pommes des Hespérides, située à l'extrémité de l'univers connu, qui représente l'ultime frontière entre mortel et divin. Cette quête engage le héros dans des tâches relevant du divin, mais aussi des forces cosmiques. L'épreuve intègre aussi des dimensions de savoir et de sagesse en plus de la force physique. Ainsi, les travaux d'Héraclès s'imposent comme un ensemble cohérent de défis, dépassant la simple narration d'exploits physiques. Ils incitent à la réflexion sur la transformation individuelle et sociale, sur les interactions entre l'homme et le divin, et sur les valeurs fondamentales de la Grèce antique. Le regard croisé de Thésée, Eurydice, Lysandre, Calista, Pénélope et Démétrios offre un prisme multidimensionnel enrichissant cette analyse. Le récit de ces exploits s'achève sur cette note de complexité et d'ouverture, préparant à comprendre les suites de cette légende, où la dimension humaine d'Héraclès prend un relief nouveau. Le voyage dans l'histoire et les mythes poursuit ainsi son chemin vers des profondeurs encore insoupçonnées. Le lion de Némée est la conquête de l'invincibilité. Thésée commence par rappeler que l'histoire du lion de Némée constitue l'un des premiers exploits attribués à Héraclès dans le cycle des 12 travaux. Ce lion, réputé invincible, résidait dans une région montagneuse difficile d'accès et terrorisait les habitants locaux. La peau de l'animal, extrêmement épaisse, le rendait insensible aux armes conventionnelles. Dans ce contexte, la confrontation avec ce lion symbolise une épreuve de force majeure, mise à l'épreuve par les dieux pour tester non seulement la puissance physique, mais aussi la ruse et la persévérance. Eurydice ajoute que les représentations artistiques de ce mythe sont nombreuses et variées. Sur de nombreuses céramiques attiques ainsi que sur des reliefs sculptés, on peut observer Héraclès
en train d'étrangler le lion à main nue sans recours à l'épée ou à la lance. Ces images servent à souligner la puissance quasi divine du héros, capable de surpasser l'impossible. De même, les fouilles archéologiques ont mis au jour des objets associés à ce mythe, témoignant de l'importance symbolique que les anciens accordaient à cette victoire. Lysandre intervient en proposant une réflexion philosophique sur la dimension divine de cette épreuve. Selon lui, le combat contre le lion de Némée ne représente pas uniquement une victoire contre un animal, mais incarne un passage rituel qui prépare Héraclès à sa condition exceptionnelle. Le héros ne devient pas un simple homme fort, mais un être investi d'une protection divine, marquant ainsi son entrée dans le panthéon mythologique grec. Cette interprétation donne au mythe une portée qui dépasse la simple narration héroïque. Calista mentionne que, du point de vue culturel, cette histoire est souvent perçue comme un récit de transformation. Le fait que Héraclès utilise la peau du lion comme une armure après sa victoire renforce cette idée. La peau invulnérable, une fois portée, confère au héros une invincibilité symbolique contre ses prochains dangers. C'est un motif récurrent dans les cultures antiques, où le vêtement ou les attributs d'un être puissant deviennent des métaphores de protection et d'autorité. Pénélope souligne l'importance de cet élément dans les collections de musées consacrées à la mythologie grecque. Plusieurs pièces exposées illustrent Héraclès vêtu de la peau du lion, souvent représenté tenant une massue, un autre symbole de sa force. Cette iconographie renforce le lien entre le mythe et les valeurs que la société antique voulait transmettre, notamment la victoire sur le chaos et le triomphe de l'ordre établi. Ainsi, les artefacts donnent une continuité tangible à une histoire qui, autrement, reste dans le domaine de la légende. Démétrios établit un parallèle entre ce mythe et des événements historiques réels. Il rappelle que nombre de cultures méditerranéennes ont célébré des figures masculines exemplaires à travers des récits similaires de conquêtes sur des forces sauvages. Le combat contre un lion, qui était un animal redouté, peut être vu comme une métaphore des luttes humaines contre les dangers naturels ou sociaux. Dans cette perspective, le mythe d'Héraclès reflète les aspirations collectives d'une société confrontée à des menaces multiples. Cléandre insiste sur la nécessité de présenter ce récit de manière apaisante, permettant une écoute attentive sans provoquer d'agitation chez l'auditeur. Le ton employé doit rester constant, avec un rythme modéré, afin de favoriser la détente mentale. En évoquant le mythe sans exagération dramatique, on laisse place à la contemplation et à une compréhension sereine des messages portés par ce récit ancien, tout en respectant sa complexité. Thésée reprend la parole en rappelant que la capture du lion de Némée est aussi l'histoire d'un combat contre soi-même. En attrapant l'animal à main nue, Héraclès illustre la maîtrise de ses propres peurs et limites. Cette victoire intérieure est la première étape vers la réalisation de ces 12 travaux, qui consistent tous en une confrontation à des épreuves exigeantes tant sur le plan physique que moral. Ce combat initial trace la voie d'un parcours d'ascension héroïque. Eurydice complète en évoquant les lectures modernes de ce mythe dans les études culturelles et anthropologiques. Les chercheurs y voient souvent un reflet des pratiques rituelles antiques liées à la chasse ou à la guerre. Le lion représente une force sauvage que la société cherche à dompter symboliquement. La mise en scène de cette domination s'inscrit dans un cadre cérémoniel, parfois associé à des cultes locaux, où le héros devient un médiateur entre le monde humain et les puissances transcendantes. Lysandre poursuit en suggérant que l'aspect divin des 12 travaux est une forme de communication entre humains et Dieu. Les épreuves imposées à Héraclès révèlent le fonctionnement d'un système religieux dans lequel la réussite n'est possible qu'avec la faveur des divinités. Le combat contre le lion visualise cette dimension, car seule la conjugaison de la force physique et de la bénédiction extraordinaire permet le succès. Cette lecture replace le mythe
dans un cadre théologique cohérent. Callista évoque à son tour la réception artistique et littéraire de cette histoire à travers les âges. De nombreux poètes et peintres ont puisé dans ce thème une source d'inspiration pour évoquer la lutte humaine face à des adversités supérieures. Le lion de Némée devient une figure polyphonique symbolisant tour à tour la nature indomptée, la peur ancestrale ou la puissance conquise. Cette richesse interprétative explique la permanence du mythe dans l'imaginaire collectif. Pénélope souligne l'importance pédagogique de cette narration. Dans les écoles antiques, l'exemple d'Héraclès combattant le lion était souvent utilisé pour enseigner la vertu de courage et de persévérance. L'histoire illustre aussi la nécessité de s'adapter face à des obstacles inédits, puisque l'usage des armes traditionnelles ne suffit pas. Ainsi, la ruse et la capacité à transformer l'adversité en force sont des valeurs transmises à travers ce mythe instructif. Démétrios rappelle que certains historiens considèrent que ces récits incarnent des mémoires collectives de conflits anciens intégrés dans la mythologie pour légitimer des conquêtes ou des dominations politiques. La figure d'Héraclès, héros solaire, devient un archétype du souverain capable de maîtriser les forces irrationnelles. En ce sens, le mythe dépasse la simple narration pour servir une fonction idéologique au sein de la société grecque classique. Cléandre conclut que la force du récit tient aussi à sa simplicité apparente. Un combat contre un lion, un geste d'étranglement et une peau en guise de trophée forment une image facilement mémorisable, propice à un récit oral fluide et apaisant. Cette essentialisation permet une diffusion large, tout en conservant une densité symbolique suffisante pour nourrir une réflexion plus poussée, quand le moment s'y prête. Thésée achève cette partie en invitant à considérer l'ensemble des travaux d'Héraclès comme un parcours initiatique, où chaque épreuve confronte le héros à une facette différente de son destin. Le combat contre le lion de Némée inaugure cette série d'épreuves avec la problématique de la protection et de l'identité nouvelle que le héros forge à travers la victoire. Cette étape est donc cruciale pour comprendre la nature exceptionnelle d'Héraclès. Eurydice souligne en finale l'importance de prendre en compte les multiples dimensions du mythe. La dimension historique, rituelle, artistique et philosophique. Chacune apporte une clé de lecture différente, enrichissant la compréhension globale du personnage et de son aventure. Ce croisement des regards explique pourquoi cette histoire traverse les siècles avec une telle capacité à fasciner et à inspirer. Cette réflexion sur le lion de Némée prépare le terrain pour la prochaine épreuve d'Héraclès, qui requiert un type de courage encore différent. La découverte progressive des travaux permet d'apprécier la complexité et la cohérence d'un récit mythologique en apparence simple, tout en révélant les valeurs fondamentales de la culture grecque antique à travers un lent et méthodique dévoilement. L'hydre de Lerne et le défi de la résilience. Lysandre propose de considérer l'hydre de Lerne non simplement comme une créature mythique, mais comme une métaphore profonde des difficultés qui reviennent sans cesse dans la vie humaine. Cet être, doté de plusieurs têtes qu'il faut trancher pour le vaincre, incarne l'idée que certains problèmes ne disparaissent jamais totalement, nécessitant une persévérance constante et une adaptation stratégique. Eurydice, examinant les contextes culturels anciens, souligne que cette image de lutte face à l'hydre se retrouve dans différentes formes dans la littérature grecque, symbolisant l'épreuve difficile que doit surmonter l'homme pour se forger un caractère et une stature héroïque. Thésée, en explorant le récit de ce mythe, rappelle que cette épreuve était attribuée à Héraclès dans ses 12 travaux, définissant un passage obligé, un parcours initiatique où la force physique s'alliait à la sagesse. Selon Démétrios, cette histoire a traversé les siècles, inspirant des comparaisons avec les combats sociaux et personnels, où les solutions ne sont jamais définitives, mais demandent un engagement renouvelé. Pénélope, en exposant les artefacts qui représentent l'hydre dans l'art antique, invite à une réflexion sur la façon dont les anciens Grecs
visualisait cette étape cruciale du héros, renforçant l'idée de répétition et de cycle dans la nature des épreuves. Calista, apportant une nuance culturelle, explique comment le mythe a évolué pour devenir un symbole universel de persévérance, notamment à travers la Renaissance, où il fut repris dans la littérature et les discours philosophiques. Elle met en avant que la stratégie employée par Héraclès, consistant à cautériser le coup pour empêcher la repousse des têtes, illustre la nécessité non seulement de la force, mais aussi d'une compréhension approfondie du problème. Cléandre, au regard de la forme narrative, soutient que cette histoire, racontée calmement et avec détail, peut amener à une méditation tranquille sur les défis personnels, offrant un moment de connexion historique et intérieure qui facilite l'apaisement avant le repos. À travers cet épisode des travaux, la condition humaine est ainsi saisie dans un mouvement d'action et de réflexion où la victoire n'est pas immédiate, mais demande résistance et intelligence. L'hydre ne représente plus uniquement un monstre à éliminer, mais un miroir des luttes durables, des complications qui se présentent sous des formes changeantes. Les récits antiques, grâce aux interprétations des spécialistes, portent cette sagesse qui reste pertinente, évoquant la capacité à affronter les problèmes quotidiens avec patience et méthode. Évolution et adaptation deviennent donc les maîtres mots de cette étape mythique. L'absence de toute solution rapide reflète la réalité même des transformations personnelles et collectives qui, comme les têtes de l'hydre, renaissent si elles ne sont pas traitées en profondeur. La manière dont Héraclès a su conjuguer force brute et ruse inspire une lecture où chaque fait du héros porte un enseignement applicable, loin de la simple fascination pour l'exploit physique. Ainsi, les travaux se révèlent être aussi des leçons de résilience et de prise de conscience. Dans la perspective de Lysandre, cette bataille contre l'hydre illustre aussi une dimension spirituelle, un défi envoyé par les dieux pour tester la volonté humaine. La récurrence du combat souligne la nature complexe des épreuves, souvent dissimulées en obstacles qui se manifestent sous de nouvelles formes. Calista rappelle que cette conception a influencé la pensée occidentale, modelant l'idée que le courage ne consiste pas à éviter le combat, mais à savoir le mener sans se laisser abattre par ces tentatives apparentes d'élimination. Les spécialistes s'accordent à penser que le récit, par sa structure répétitive et la résolution progressive du problème, initie une réflexion sur le temps, la douleur et la transformation. Pénélope met en lumière le fait que les représentations de l'hydre dans la céramique et la sculpture antique servent à perpétuer ce message sur plusieurs générations, assurant que le mythe demeure vivant dans la conscience collective. Cela fait de ce mythe un véritable instrument d'apprentissage, où l'histoire et la légende convergent pour nourrir la compréhension de soi. Le parallèle que fait Démétrios entre les exploits d'Héraclès et les événements historiques de résistance et de renouvellement, notamment dans les sociétés grecques et romaines, montre combien ce mythe a été approprié pour expliquer non seulement des exploits extraordinaires, mais aussi des défis ordinaires. Ainsi, le mythe s'inscrit dans une dynamique sociale et culturelle large, où la lecture du combat contre l'hydre dépasse la simple narration pour devenir paradigme d'action humaine. Le calme du récit proposé par Cléandre contribue à ce que l'écoute permette une immersion sereine, facilitant à la fois la transmission des connaissances et l'intégration des idées philosophiques. La douceur du ton évite toute dramatisation excessive, préférant une exploration mesurée et précise des symboles, ce qui en fait une histoire adaptée à une écoute en fin de journée, propice à la réflexion tranquille et au lâcher-prise. Cette approche modérée enrichit la compréhension en maintenant une atmosphère posée. Enfin, la transition vers la suite des travaux d'Héraclès est ainsi toute tracée. Le récit de la lutte contre l'hydre ouvre la voie à la continuation des défis du héros, chacun portant une signification particulière dans le parcours de purification et d'élévation. Ces épisodes successifs
invitent à considérer la progression du héros comme un chemin de transformation intérieure autant que d'exploits extérieurs, préparant ainsi l'esprit à accueillir les prochains récits dans leur continuité. Cette étape constitue un socle essentiel. La capture de la biche de Sérigny et la relation entre nature et divin. Dans les études menées sur les 12 travaux d'Héraclès, la capture de la biche de Sérigny occupe une place singulière, illustrant la relation profonde entre la nature et le divine. Thésée, en tant que narrateur principal et chercheur en mythologie, a souvent souligné que cette épreuve dépasse la simple quête physique. Il s'agit d'une épreuve symbolique, où la notion de respect pour le monde naturel trouve un écho dans les exigences imposées par les dieux. Eurydice, historienne spécialiste de la Grèce antique, clarifie que la biche, appartenant à Artémis, représente un élément sacré, une créature qu'Héraclès ne peut ni blesser ni capturer par force brute. Lysandre, philosophe, explique que cet épisode illustre l'équilibre nécessaire entre puissance humaine et obéissance aux règles divines. Le héros ne doit pas seulement démontrer sa force, mais aussi sa capacité à comprendre les limites imposées par les dieux. Selon Callista, spécialiste de la culture hellénique, cette capture implique une dimension rituelle que peu perçoivent à première vue. L'acte de poursuivre la biche pendant une année entière, sans jamais la blesser, apparaît comme une forme d'hommage au monde sauvage, soulignant une forme d'humilité et de patience. Pénélope, qui gère des collections d'artefacts mythologiques, met en avant le caractère sacré de cette quête. La biche a souvent été représentée dans les objets votifs et les sanctuaires dédiés à Artémis. Ce symbolisme transcende la simple chasse, suggérant que le mythe véhicule un message sur la vénération de la nature comme manifestation du divin. Démétrios complète cette analyse en proposant que les mythes animaliers comme celui-ci servent également à témoigner des anciens cultes et de la manière dont les Grecs percevaient l'interconnexion entre le monde visible et l'invisible. Le mythe ne se limite pas à une aventure héroïque. Il communique une vérité culturelle ancrée dans le respect des forces naturelles et divines. Thésée insiste sur le fait que cette relation entre respect et puissance est au cœur de la pensée grecque. La patience nécessaire pour suivre la biche sans lui nuire traduit une forme de sagesse et de connaissance des lois qui régissent la vie et la mort. Eurydice rappelle que ce récit s'inscrit dans une tradition où l'homme est souvent confronté à ses propres limites face à la nature. Lysandre observe que les travaux d'Héraclès sont souvent perçus comme des épreuves punitives, mais celui-ci renvoie aussi à une forme d'apprentissage divin. Il indique que le héros doit intégrer dans son parcours une connaissance plus subtile que la simple force physique, ce qui est particulièrement visible dans la capture de la biche. Callista souligne que chez les Grecs, la nature sacrée est moins une opposition qu'une vaste sphère d'interaction où l'humain doit trouver sa place sans excéder les droits sacrés. Ce travail illustre parfaitement cette philosophie. Pénélope insiste encore sur l'importance des objets rituels. La biche figure en effet sur plusieurs reliefs et statuettes, ce qui confirme son rôle clé dans les mythes. Ces artefacts suggèrent une célébration de la vie sauvage, comme un élément sacré nécessitant protection. Démétrios analyse cette dimension en rapprochant les récits mythiques des pratiques cultuelles antiques. Il évoque les processions et offrandes destinées à Apollon et Artémis, dont la biche est un attribut central, indiquant une synchronie entre mythologie et religion. Cette interprétation donne une profondeur anthropologique au mythe et enrichit notre compréhension de l'épreuve. Thésée fait remarquer que la poursuite prolongée de la biche semble refléter un véritable rituel d'initiation, où Héraclès apprend à maîtriser son impulsivité, à écouter et respecter les forces naturelles. Eurydice ajoute que de nombreux historiens pensent que cette histoire représente une métaphore des rapports humains avec le territoire et les cycles naturels. Le héros n'est plus seulement un guerrier, mais un médiateur entre l'homme et la nature.
Lysandre développe cette idée en précisant que la captation de la biche peut être comprise comme une invitation à la sagesse pratique. Héraclès incarne ici non seulement l'effort physique, mais aussi la maîtrise de soi et la connaissance des lois sacrées. Calista conclut que cet épisode illustre la complexité de l'héritage culturel hellénique, où les récits mythiques fonctionnent à la fois comme des histoires et comme des règles implicites pour la coexistence avec le monde naturel. Pénélope et Démétrios s'accordent sur le fait que le mythe agit comme un pont entre les dimensions visibles et invisibles, entre le naturel et le divin. Il souligne que les traditions organisées autour de la vénération animale dans la Grèce antique révèlent un rapport intime à la sacralité. Cette perspective rend moins surprenante l'ampleur de l'épreuve d'Héraclès, qui ne se limite pas à une simple quête physique, mais s'inscrit dans une logique plus large de respect des forces supérieures et de la nature sacrée. Alors que la capture de la biche reste un épisode marquant des 12 travaux, elle offre une clé pour comprendre la complexité du monde mythologique grec. Thésée oriente ensuite la réflexion vers une analyse plus détaillée des autres épreuves, tout en laissant cette image d'une coexistence harmonieuse entre l'homme, la nature et le divin s'installer comme une fondation indispensable pour la suite du parcours d'Héraclès. Ainsi, les défis qui attendent le héros ne sont pas seulement imposés par les dieux, mais invitent à une réflexion continue sur les valeurs et les limites de l'humain dans l'univers antique. Le sanglier d'Érymanthe, un exploit entre bravoure et sagesse. Je suis Thésée, un chercheur passionné par les mythes antiques, et aujourd'hui, je vous invite à un voyage calme et réfléchi autour d'un exploit particulier attribué à Héraclès, celui de la capture du sanglier d'Érymanthe. Cette créature, farouche et redoutable, appartient à la faune sauvage des montagnes grecques, un environnement où l'homme et la nature se rencontrent dans un équilibre parfois fragile. Mythe ou épreuve divine, cette rencontre soulève des questions complexes sur le rôle d'Héraclès en tant qu'être à cheval entre le mortel et le divin. Eurydice, spécialiste de la culture grecque antique, m'a souvent rappelé que le sanglier occupe dans la tradition hellénique une place symbolique importante. Cet animal, robuste et insaisissable, incarne la nature indomptée, la force brute et la ténacité. Sa présence dans les montagnes d'Érymanthe souligne la difficulté d'imposer la civilisation sur le chaos naturel. Dans cette lumière, l'épisode de sa capture ne se réduit pas à une simple chasse, mais revêt une valeur plus profonde liée à la maîtrise de soi et à la confrontation avec une réalité sauvage. L'assaut contre le sanglier fut une épreuve où la bravoure doit se conjuguer avec la sagesse. Lysandre, philosophe que j'ai consulté à plusieurs reprises, insiste sur l'importance de considérer ce travail non seulement comme une démonstration de force physique, mais aussi comme un acte de discernement. Héraclès ne se contente pas de poursuivre l'animal à travers la forêt. Il emploie la stratégie, usant de patience et de tactique pour capturer la bête vivante, ce qui symbolise la victoire de l'intelligence sur la violence spontanée. Calista, experte en culture grecque et co-récitante lors de nos échanges, souligne que cette mission illustre aussi la nécessité d'un équilibre entre courage et prudence. La capture du sanglier est ainsi une métaphore pour toute épreuve humaine, où l'on ne triomphe qu'en acceptant ses limites et en adaptant ses moyens à la difficulté. La force brute, si elle est mal canalisée, peut devenir destructrice, tandis que la sagesse permet de transformer une situation dangereuse en un accomplissement durable. Dans le registre historique, Pénélope, curatrice d'artefacts mythologiques, rappelle que les représentations du sanglier d'Érymanthe apparaissent fréquemment sur des vases et des fresques, témoignant de l'importance de ce récit dans l'imaginaire collectif grec. Ces objets portent souvent des inscriptions ou des motifs qui renforcent l'idée d'une épreuve sacrée, placée sous le regard des dieux et inscrite dans une continuité culturelle qui dépasse la simple anecdote. Démétrios, analyste comparatif des mythes et de l'histoire,
observe que cette histoire pourrait refléter des rituels anciens liés à la chasse et à la conquête du territoire. Le sanglier, souvent redouté pour sa férocité, représentait une menace réelle dans les sociétés agraires. La légende d'Héraclès la transcende en faisant une épreuve initiatique, une étape dans le processus d'affirmation du héros comme médiateur entre l'homme et les forces naturelles, voire divines. Cléandre, chargé de veiller à la fluidité et à la sérénité du récit, contribue à maintenir un rythme apaisé dans cette narration. Son regard expérimenté permet d'éviter les excès dramatiques qui pourraient perturber l'écoute paisible destinée à accompagner le repos. Grâce à cette approche mesurée, chaque parole se déploie avec la lenteur nécessaire pour être bien assimilée, offrant un sentiment de complétude et d'harmonie. Ainsi, la capture du sanglier d'Érymanthe incarne une épreuve complexe où la bravoure d'Héraclès s'allie à une sagesse pratique. Ce travail dépasse la simple démonstration de force et s'inscrit dans une tradition qui mêle mythe, symbolisme et valeurs culturelles profondes. Loin d'un récit spectaculaire, il s'agit d'un enseignement sur la nature des obstacles humains et des moyens d'y faire face avec intelligence. Les différentes perspectives apportées par mes collaborateurs enrichissent cette lecture. Eurydice rappelle le contexte naturel et symbolique, Lysandre souligne la dimension philosophique, Calista apporte la nuance culturelle, Pénélope offre une vision historique tangible, tandis que Démétrios exhume les racines rituelles. Enfin, Cléandre permet de transmettre cette somme avec une simplicité qui invite à la contemplation. Cette synthèse ouvre la voie à la compréhension que les travaux d'Héraclès ne sont pas de simples exploits isolés. Ils constituent un ensemble d'épreuves complémentaires où chaque défi demande un mariage subtil entre qualités diverses. Le sanglier d'Érymanthe, par son caractère sauvage et son rôle emblématique, incarne une étape essentielle dans ce parcours, reflétant une quête qui dépasse le héros lui-même. C'est dans cette continuité que la prochaine étape de ce récit prendra forme, poursuivant l'exploration des travaux d'Héraclès avec une attention égale portée à la dimension humaine et mythologique de ses exploits. Le fil conducteur reste toujours cette tension entre le mythe et la réalité, entre le divin et le mortel, qui fascine et interroge à la fois. Le nettoyage des écuries d'Augias, une métaphore sociale. Thésée commence par situer cette épreuve dans le contexte des 12 travaux attribués à Héraclès. Cette tâche, à première vue matérielle et répétitive, consiste à nettoyer en un seul jour les écuries du roi Augias, lesquelles contiennent des milliers de bêtes et n'ont pas été nettoyées depuis de nombreuses années. Cette action, d'apparence humble, illustre un défi de taille, mêlant aspects physiques et symboliques. Il s'agit d'un travail laborieux, demandant une ingéniosité particulière. Eurydice apporte un éclairage historique en reliant cette entreprise au monde grec ancien, où les actions humaines étaient souvent empreintes de significations profondes, liées à la morale et à l'organisation sociale. Les écuries peuvent symboliser les institutions corrompues ou dégradées de la cité, et leur purification semble nécessaire pour le rétablissement d'un ordre juste. Le nettoyage s'opère donc au-delà du simple geste, représentatif d'une transformation sociale indispensable. Lysandre propose une analyse philosophique, insistant sur la dimension morale et spirituelle de ce travail. Il considère que le passage par une tâche aussi ardue souligne la nécessité pour l'individu d'affronter ses propres impuretés intérieures. La lenteur et la difficulté de la mission font écho à une épreuve de purification, d'où l'aspect divin ou rituel de ce travail. Héraclès ne réalise pas seulement une corvée, il accomplit une libération symbolique. Calista ajoute à ce propos les dimensions rituelles propres à la culture grecque antique. L'eau tient une place centrale dans les rites de purification, et le détournement des fleuves Alphée et Pénée pour laver les écuries confère un caractère sacré à l'opération. Cette technique ingénieuse
rappelle l'importance des éléments naturels dans les pratiques religieuses et sociales. Le geste, dans ce cadre, dépasse l'action humaine pour s'inscrire dans un ordre cosmique. Pénélope intervient en présentant des artefacts archéologiques qui illustrent cette épreuve mythique. Des vases et fresques antiques représentent Héraclès au moment de l'assainissement des écuries, en soulignant souvent la symbolique du renouveau et de la purification. Ces témoignages matériels témoignent de la place centrale de ce mythe dans l'imaginaire collectif et dans les pratiques civiques et religieuses des Grecs anciens. Démétrios établit un parallèle entre ce mythe et des épisodes historiques où des sociétés ont dû procéder à des réformes radicales pour éliminer des abus ou des corruptions. Le nettoyage des écuries devient ainsi une métaphore puissante appliquée à la politique et aux transformations sociales, où les changements nécessaires passent par l'affrontement des dégradations anciennes dans les institutions. Héraclès, par cette épreuve, incarne l'agent de ce changement. Cléandre insiste sur l'importance d'user d'un ton calme et mesuré pour présenter cette histoire, car elle véhicule des enseignements que l'on doit intégrer sans précipitation. Le rythme posé invite à une méditation tranquille sur le sens des épreuves que l'humanité rencontre et sur la manière dont elles contribuent à l'évolution individuelle et collective. Le travail d'Héraclès suggère que les transformations profondes ne s'obtiennent qu'en affrontant patiemment les difficultés. Ainsi, cette épreuve, loin d'être simplement une corvée matérielle, révèle une dimension sociale, morale et rituelle essentielle. Le mythe s'inscrit dans une tradition où la purification est primordiale pour le maintien de l'ordre et de la justice. La figure d'Héraclès met en lumière l'effort nécessaire pour arracher les racines de la corruption et rétablir la clarté là où règne l'obscurité, selon un processus à la fois humain et divin. Ce regard croisé, mêlant histoire, philosophie et culture, montre que le mythe des écuries d'Augias transcende la narration simple pour incarner un archétype universel. Le nettoyage se fait écho d'une lutte permanente contre le désordre intérieur, comme extérieur. C'est cette réflexion qui mène naturellement aux travaux suivants et à leur apport dans la compréhension de la condition humaine. La capture du taureau de Crète, entre histoire et mythe lysandre, quant à lui, adopte un point de vue philosophique, analysant cette épreuve comme une possible représentation des épreuves divines imposées à Héraclès. Selon lui, la capture du taureau ne s'arrête pas à un simple exploit physique, mais prend une dimension métaphysique, symbolisant les défis individuels face aux forces naturelles et surnaturelles. Il invite à considérer cette période comme une période où le héros se confronte à ses limites et transcende la condition humaine. Callista complète ce tableau en expliquant l'importance de la figure du taureau dans les traditions helléniques. Elle observe que cet animal est souvent perçu comme un lien entre le monde terrestre et le divin, et sa capture illustre la tentative humaine de maîtriser cette union. Son intervention montre aussi comment les histoires s'enrichissent au fil du temps, mêlant réalité et croyances populaires. Pénélope insiste sur l'aspect artistique des représentations du taureau dans les fresques et les vases antiques conservés dans son musée. Ces objets témoignent du prestige accordé à cette épreuve dans le récit d'Héraclès et illustrent la propagation de cette légende. Les variations iconographiques rappellent aussi la diversité des interprétations culturelles au sein même du monde grec. Démétrios conduit une analyse historique pointue reliant la légende à des traces archéologiques et des archives écrites. Il avance que des épisodes similaires à cette capture peuvent s'inspirer de pratiques réelles de capture et de domestication de bêtes sauvages répandues dans plusieurs parties de la Méditerranée. Démétrios souligne que les interactions ethniques, commerciales et militaires engendrées par ces contacts ont permis la naissance de mythes hybrides. Dans ce cadre, Thésée rappelle que la Crète, avec son palais de Knossos, constitue un centre névralgique d'échanges culturels majeurs. L'image du taureau, omniprésente dans l'iconographie minoenne, témoigne d'une forme de culte animalier
dont les racines remontent à plusieurs siècles avant la Grèce classique. L'animal symbolise la force, la fertilité et la puissance divine. Lorsque le mythe évoque la nécessité pour Héraclès de maîtriser cette créature, il raconte en fait un processus d'intégration culturelle difficile, où l'étranger s'approprie des éléments locaux pour forger sa propre légende. Eurydice rappelle aussi le rôle des légendes dans la construction de l'identité civique. La ville d'Athènes valorise ce tableau du héros, dominant les forces extérieures symbolisées par le taureau, illustrant la supériorité et la stabilité politique recherchée. Lysandre invite à voir dans cette épreuve une métaphore profonde. Le taureau, aux yeux du héros, pourrait incarner non pas un ennemi extérieur seulement, mais une force intérieure à dompter, un défi à la résilience personnelle. Cette lecture permet de décentrer la tradition mythique pour mieux la comprendre comme une histoire universelle de lutte et de croissance. Calista confirme cet aspect en indiquant que plusieurs récits antiques accordent au taureau un rôle de passage initiatique. Cet animal représente un seuil entre l'innocence et le savoir, une étape cruciale dans le parcours chaotique du héros. La capture n'est donc pas seulement un exploit, mais une séquence fondamentale vers la maturité. Pénélope ajoute que l'étude des objets mythologiques appuie cette vision, car les indices matériels expriment des strates culturelles superposées, mêlant sacré et quotidien. Elle insiste aussi sur l'importance du contexte méditerranéen. Théâtre d'échange où les idées et les croyances circulent librement. L'action d'Héraclès pourrait ainsi refléter un mélange de traditions, assimilées et réinterprétées au fil du temps. Démétrios complète ce propos en mentionnant que certains historiens pensent que cette légende pourrait cacher l'histoire réelle d'un chef de tribu ou d'un roi autrefois redouté, dont la force physique et les exploits furent magnifiés par la transmission orale. Thésée conclut que cet épisode, tout en étant fascinant par sa portée symbolique, illustre un dialogue continuel entre mythe et réalité. La capture du taureau nous apprend que les récits antiques ne se nourrissent pas uniquement d'imagination, mais aussi de faits tangibles et d'influences historiques croisées. Ce lien étroit souligne la richesse de la tradition grecque, dans laquelle les héros deviennent des ponts entre le passé et le présent. Eurydice invite à prolonger cette réflexion en considérant la fonction sociale de ces récits pour les générations anciennes. Lysandre rappelle que le chemin d'Héraclès se compose de différentes étapes, chacune chargée de significations multiples. La capture du taureau marque un passage vers des épreuves plus complexes, où la nature humaine et le divin entrent progressivement en collision. Calista insiste sur la continuité thématique, où chaque exploit s'inscrit dans un parcours cohérent. Pénélope, de son côté, considère que l'importance du taureau dépasse la simple dimension matérielle pour évoquer un univers symbolique partagé. Cette interprétation élargit la portée du mythe, donnant à l'épisode une résonance intemporelle. Démétrios observe enfin que l'étude comparative des mythes autour du taureau rejoint d'autres cultures méditerranéennes, où ce rôle est aussi central. Il évoque les traditions phéniciennes et égyptiennes, apportant ainsi une perspective plus large. Ce constat confirme que les légendes peuvent s'entrelacer, nourrissant un fond commun, riche et complexe. Thésée prépare ainsi la transition vers le récit suivant, invitant à poursuivre l'exploration des aventures d'Héraclès avec une conscience éclairée des multiples niveaux d'interprétation. Cette approche contribue à mieux comprendre le héros dans la mosaïque des cultures anciennes. Les juments de Diomède, l'épreuve de la maîtrise des passions Thésée, partageait souvent son point de vue sur la signification symbolique des juments de Diomède, soulignant que ce travail représentait avant tout la maîtrise des passions humaines. Selon lui, les animaux féroces, indomptés et sanguinaires incarnaient ces forces sauvages que tout individu doit apprendre à contrôler. L'acte de dompter ces bêtes n'était donc pas simplement une épreuve physique,
mais une métaphore puissante illustrant le combat intérieur qui habite chacun. Lysandre, en philosophe attentif, analysait de son côté cette épreuve sous un angle plus universel, la voyant comme un test divin destiné à affiner autant le corps que l'esprit. Il rappelait que dans la pensée grecque antique, les épreuves des héros étaient souvent perçues comme des occasions offertes par les dieux pour grandir par la souffrance et l'effort. Eurydice, en historienne rigoureuse des traditions, expliquait que le récit des juments de Diomède occupait une place importante dans le canon des mythes héroïques. Elle insistait sur le fait que ces histoires étaient transmises oralement au fil des siècles, s'enrichissant de variantes selon les régions et les époques. La symbolique restait cependant constante. Le contrôle des instincts bruts était un passage obligé pour tout héros légendaire. Calista, experte en culture hellénique, développait cette idée en soulignant que les récits mythologiques servaient souvent à enseigner aux jeunes générations les vertus sociales et morales nécessaires à la vie en communauté. Pour elle, la légende des juments démontrait la supériorité de la raison sur la force aveugle, une leçon essentielle dans une civilisation où l'équilibre entre passion et raison dictait le destin. Pénélope, conservatrice de précieux artefacts liés à la mythologie grecque, évoquait les représentations artistiques de cette épreuve. Elle décrivait des vases anciens ornés d'images où l'on voyait Héraclès en action, maîtrisant ces créatures féroces avec une tranquille détermination. Selon elle, ces objets matériels témoignaient de l'importance accordée à cet exploit dans la mémoire collective. Démétrios, quant à lui, établissait des parallèles fascinants entre ce mythe et des événements historiques ou sociaux. Il percevait dans la lutte contre les juments une allégorie du contrôle des forces chaotiques qui menaçaient parfois la stabilité des cités antiques. La nature sauvage, symbolisée par ces animaux redoutables, reflétait le désordre contre lequel s'élevait la civilisation grecque, faisant d'Héraclès un modèle d'ordre et de discipline. Cléandre, en tant que consultant artistique, valorisait le ton calme et posé nécessaire à la narration de telles histoires. Il considérait que la lenteur du récit, son absence d'effets sensationnels, permettait à l'auditeur de méditer en paix sur la portée profonde de ces mythes. Le rythme mesuré favorisait une immersion douce, propice à la réflexion sur les valeurs humaines mises en lumière. Cette épreuve des juments de Diomède apparaît ainsi comme une étape essentielle dans le parcours d'Héraclès, symbolisant bien plus qu'un simple défi physique. Elle illustre la conquête intérieure des passions violentes, une quête universelle qui traverse les âges et les cultures. Par ce biais, les anciens Grecs offraient un enseignement durable sur la nature humaine et la nécessité de maîtriser ses impulsions pour vivre en harmonie. La richesse des interprétations, des analyses historiques aux dimensions psychologiques, souligne la complexité de ce mythe et son importance dans l'imaginaire collectif. Cette compréhension élargie ouvre la voie à l'exploration des autres exploits d'Héraclès, où chaque épreuve porte une signification singulière. En cela, la légende dépasse le simple récit d'aventure pour devenir un miroir réfléchissant les valeurs et les défis de l'existence humaine sous toutes ses formes. La transformation progressive du héros, de la force brute vers une sagesse équilibrée, continue ainsi de nourrir l'inspiration et la pensée critique entre passé et présent. Abordant maintenant l'épisode suivant du parcours d'Héraclès, il convient de considérer comment son histoire poursuit cette quête de l'équilibre et ce que révèlent ces nouveaux défis dans le contexte plus large du mythe et de la culture grecque. La ceinture d'Hippolyte et les enjeux du pouvoir féminin je suis. Thésée, un chercheur passionné par les récits mythologiques qui ont traversé les âges. Et aujourd'hui, mon discours s'attarde sur l'un des travaux les plus intrigants de l'Hercule, légendaire, le récit de la ceinture d'Hippolyte. Cette ceinture, objet de convoitise et symbole du pouvoir, appartient à la reine des Amazones, un peuple exclusivement féminin, vivant selon des règles propres, loin de la société grecque traditionnelle.
La conquête de cet artefact ne se réduit pas à un simple exploit physique, mais révèle une complexité politique et sociale notable. Eurydice, notre historienne, rappelle que les Amazones, telles qu'elles apparaissent dans les textes anciens, représentent plus une réalité complexe où la frontière entre mythe et histoire s'estompe. Elles incarnent à la fois la peur de l'altérité et une fascination pour l'ordre social inversé. La ceinture d'Hippolyte incarne plus qu'un trophée. Elle est un instrument de légitimation du pouvoir féminin dans une culture qui valorisait généralement la domination masculine. Cette épreuve d'Hercule place donc le héros face à un autre système de valeurs, défiant ainsi sa propre conception du monde et de la force. Lysandre, avec sa formation philosophique, propose une analyse qui dépasse l'événement en lui-même et en interroge la symbolique. Selon lui, la quête d'Hercule pour la ceinture signale un passage obligé entre différents ordres du pouvoir. La dimension divine de cette mission ne réside pas seulement dans la difficulté physique, mais aussi dans la confrontation avec une forme alternative de souveraineté. Le héros est contraint de reconnaître cette autre autorité, ce qui inscrit l'épreuve dans une dynamique de négociation et de tension entre mondes opposés. Callista, qui accompagne nos réflexions en décryptant la représentation des Amazones dans la culture grecque, note que ce peuple figure souvent comme l'antithèse de l'épouse grecque traditionnelle. Leur image dans la mythologie soulève des questions sur la place des femmes dans la société, la transgression des normes et la manière dont le masculin et le féminin coexistent et s'affrontent symboliquement. La ceinture d'Hippolyte, en tant que symbole, renforce cette idée de pouvoir féminin à la fois redouté et fascinant, modelant ainsi l'imagerie collective autour de ce mythe. Pénélope, la gardienne des artefacts mythologiques, rappelle que dans certains objets exposés, la ceinture est aussi perçue comme un signe d'appartenance et de prestige, conférant à la reine amazone une stature exceptionnelle. Ce que tente d'obtenir Hercule n'est donc pas seulement un objet de valeur matérielle, mais une clé d'accès à une forme de reconnaissance, un pont entre deux mondes culturels. La récupération de cette ceinture pourra être vue comme une tentative de réintégration de l'élément féminin dans la narration héroïque dominante. Démétrios, en analysant le contexte historique des récits, met en lumière que cette histoire reflète en partie les tensions géopolitiques et sociales de l'époque archaïque. L'affrontement entre Hercule et les Amazones peut être perçu comme un symbole des conflits entre civilisations et des rapports de force entre populations aux mœurs différentes. Cette lecture ajoute une autre couche d'interprétation qui dépasse le cadre mythologique pour toucher à l'histoire des relations humaines et des constructions identitaires dans le monde grec ancien. Cléandre, notre consultant artistique, souligne l'importance de traiter ce récit avec une certaine sobriété, en raison de son rythme et de son poids symbolique. L'idée est de permettre une expérience d'écoute calme, où chaque mot trouve sa place sans brusquer l'auditeur. La manière dont le récit est structuré reflète cet équilibre, alliant rigueur intellectuelle et accessibilité. Ainsi, la ceinture d'Hippolyte n'est pas seulement un mythe à raconter, mais un programme de réflexion qui invite à la contemplation discrète et respectueuse. Pour poursuivre notre cheminement, il est essentiel d'explorer comment ce symbole se relie au thème plus large des 12 travaux d'Hercule. En particulier, la façon dont chaque épreuve engage le héros dans une démarche progressive de transformation. La ceinture ne constitue pas une fin en soi, mais une étape où se mêlent défis physiques, moraux et sociaux. Cette étape, en mettant en lumière des enjeux liés au pouvoir féminin et à l'altérité, enrichit la compréhension de ces mythes en offrant une perspective plurielle et nuancée. Ainsi, cette histoire invite à mesurer la portée des récits antiques au-delà du simple divertissement, en laissant émerger des problématiques humaines universelles. L'épreuve de la ceinture d'Hippolyte, dans le cadre global des travaux, illustre parfaitement cette capacité du mythe à synthétiser des expériences humaines
et à les transmettre avec une force intemporelle. Ce constat ouvre doucement la voie à la réflexion sur la dernière mission d'Hercule, qui nous conduira bientôt à la conclusion de ce parcours initiatique. Le dernier travail est la légende éternelle. Le récit des exploits d'Héraclès s'achève sur la description de son dernier travail, un épisode qui incarne à la fois un aboutissement personnel et une signification culturelle profonde. Pénélope, en tant que curatrice des artefacts mythologiques, souligne que ce dernier défi renferme une symbolique complexe reliant l'homme ordinaire au divin, un passage essentiel à la compréhension du mythe dans son ensemble. Selon elle, la nature même de cet exploit révèle un équilibre entre les forces humaines et celles d'un monde transcendantal, offrant une perspective qui dépasse la simple narration d'aventure. Démétrios, analyste des relations entre mythe et histoire, apporte une synthèse éclairante sur la permanence de l'impact d'Héraclès. Il montre comment les récits anciens ont constamment nourri les traditions orales et écrites, influençant non seulement la Grèce antique, mais également les cultures qui lui ont succédé. Pour lui, ces 12 travaux symbolisent bien plus que des exploits physiques. Ils incarnent des épreuves universelles, reflets des défis fondamentaux rencontrés dans diverses phases de l'existence humaine. Cette lecture historique permet d'apprécier que la légende s'inscrit dans un continuum culturel, transmettant des valeurs et des questionnements transmis de génération en génération. Calista, spécialiste de la culture hellénique, insiste sur la richesse symbolique attachée à chaque tâche accomplie par Héraclès. Elle note que la diversité de ces épreuves illustre la complexité de la condition humaine, mêlant force, endurance et sagesse. Dans la perspective culturelle, ces travaux deviennent des archétypes permettant d'explorer les tensions entre civilisation et nature, entre ordre et chaos. La figure d'Héraclès, dépassant la simple représentation héroïque, incarne la lutte intérieure inhérente à toute existence. Ainsi, chaque exploit s'apparente à une leçon silencieuse destinée à nourrir une compréhension plus large de la place de l'homme dans le cosmos. Thésée, en tant que chercheur passionné par les mythes, rappelle que les textes antiques ne doivent pas être appréhendés uniquement comme des récits isolés, mais comme des maillons d'une pensée élaborée sur plusieurs siècles. Il souligne que les 12 travaux constituent un récit structuré où chaque épreuve ouvre la voie à la suivante, créant un parcours initiatique. Cette progression sert à démontrer que le héros, tout en affrontant des monstres ou des défis extraordinaires, traverse également un cheminement intérieur, symbolisé par la confrontation à ses propres limites. Cette lecture permet de replacer Héraclès dans une lignée d'archétypes héroïques qui ont traversé les cultures méditerranéennes. Eurydice, historienne spécialisée en culture grecque antique, souligne que la dimension religieuse ne peut être dissociée de la portée mythologique de ses exploits. Elle évoque que les travaux d'Héraclès étaient perçus comme des épreuves imposées par les dieux, visant à purifier le héros et à le rendre apte à participer pleinement à l'ordre divin. Le caractère sacrificiel et rédempteur de ces tâches confère au récit une fonction théologique intégrant des notions de justice divine et de destin. Par conséquent, la légende d'Héraclès s'inscrit dans une vision du monde où les notions de faute, de rédemption et de mérite sont intimement liées. Lysandre, philosophe reconnu pour ses analyses sur le lien entre épreuves humaines et expériences divines, propose une lecture approfondie de la nature de ces 12 travaux. Il observe que ces épreuves ne sont pas seulement des défis corporels, mais reflètent un dialogue constant entre la volonté humaine et la destinée imposée par les divinités. Dans ce contexte, chacun des exploits peut être considéré comme une métaphore des luttes spirituelles et morales que tout individu traverse. Cette approche permet de saisir la dimension universelle et intemporelle du mythe, soulignant son rôle dans la construction des valeurs éthiques et existentielles. Pénélope rajoute que le dernier travail, souvent perçu comme une apothéose, incarne l'ultime étape de purification du héros
avant son immortalisation. Cette épreuve finale symbolise la transcendance des souffrances humaines par l'élévation vers un état supérieur d'être. Elle rappelle que les objets conservés dans les musées apportent un témoignage tangible de cette quête, illustrant la manière dont les sociétés antiques considéraient la nécessité de surmonter les obstacles terrestres pour approcher l'essence divine. Par cette perspective matérialisée, le mythe révèle ses implications profondes en tant que miroir des aspirations humaines collectives. Démétrios souligne que le rôle d'Héraclès s'étend au-delà du cadre strictement mythologique pour devenir un emblème de résilience et de transformation. Il insiste sur l'importance de considérer la longue postérité du héros dans les arts visuels, la littérature et la philosophie. Ce personnage continue d'incarner un état d'esprit capable d'affronter les défis avec courage et constance. Cette continuité historique enrichit notre compréhension des dynamiques sociales et culturelles, révélant comment les mythes participent à l'élaboration d'identités et de mémoire collectives, même dans les contextes modernes. Cléandre, consultant spécialisé dans la narration calme, met en relief la pertinence du mythe d'Héraclès pour un auditoire contemporain cherchant un récit posé et stimulant à écouter pendant la détente. Il explique que la simplicité apparente des exploits, combinée à leur profondeur symbolique, rend ces histoires parfaites pour une écoute en fond sonore sans nécessiter une attention soutenue constante. Cette qualité narrative favorise un état propice au repos tout en nourrissant l'esprit par des idées complexes accessibles sans effort. La dimension didactique et la constance du rythme sont donc des éléments clés à valoriser dans cette approche. Callista conclut que l'étude des 12 travaux à travers différentes disciplines révèle une richesse multiple qui dépasse la simple fiction. Elle rappelle que cette histoire est à la fois une exploration des relations humaines avec le divin et un outil pour comprendre les codes culturels de l'Antiquité. En reliant le passé au présent, elle invite à percevoir le mythe non comme une vérité figée, mais comme une source vivante et évolutive, capable de s'adapter aux besoins intellectuels et spirituels de chaque époque. Ainsi, la légende d'Héraclès demeure un élément fondamental de la mémoire collective occidentale. Eurydice précise que la transmission des récits liés à Héraclès s'est poursuivie grâce à la convergence des traditions orales, littéraires et iconographiques. Cette pluralité de supports a permis la circulation de la légende dans des contextes variés, favorisant des interprétations diverses. Ce phénomène souligne l'aspect dynamique du mythe, toujours en mouvement et capable de s'enrichir par de nouvelles lectures. L'histoire d'Héraclès est ainsi devenue un terrain d'analyse privilégié pour étudier les mécanismes de la culture et de la mémoire, en particulier dans la gestion des identités communautaires. Thésée rappelle que les défis affrontés par Héraclès, bien qu'extraordinaires, peuvent également être envisagés sous l'angle des valeurs qu'il véhicule. Chaque épreuve correspond à un test des qualités humaines essentielles, telles que la force morale, la persévérance et la capacité à agir au-delà des limites personnelles. Cette dimension initiatique renforce la portée symbolique du mythe, proposant un modèle de croissance et d'accomplissement désormais intégré dans l'imaginaire collectif. Par conséquent, la conclusion des travaux n'est pas un simple dénouement, mais l'achèvement d'un cycle chargé de leçons universelles. Lysandre insiste sur la nécessité de percevoir le mythe d'Héraclès au-delà de ses aspects visibles, en contemplant la complexité des interactions entre le héros et les forces qui le transforment. Cette relation dialectique illustre la tension permanente entre le fini et l'infini, entre la condition humaine et la quête d'absolu. En ce sens, les 12 travaux fonctionnent comme une métaphore des épreuves intérieures qui ponctuent la vie de chacun, invitant à l'introspection. Par leur nature, ces récits permettent une forme de méditation tranquille et structurée, compatible avec des moments de repos ou de réflexion douce. Pénélope rappelle que l'héritage d'Héraclès s'inscrit également dans le domaine des arts plastiques et de l'archéologie.
Les reliefs sculptés, les vases peints et les inscriptions anciennes témoignent de l'importance accordée à cette figure dans le patrimoine hellénique. Ces vestiges offrent un accès concret à la manière dont ces récits ont été perçus et intégrés dans la vie quotidienne des Grecs. Cette matérialité confère au mythe une dimension tangible, contribuant à sa pérennité bien au-delà de la sphère littéraire. Elle souligne ainsi que le mythe ne se limite pas à la parole, mais se diffuse aussi par l'objet. Démétrios conclut que le dialogue entre histoire, mythe et culture souligne l'importance de ne pas isoler l'étude de ces récits dans une perspective strictement académique. La réception contemporaine d'Héraclès reflète un désir constant de retrouver dans ces anciens symboles des repères pertinents pour aujourd'hui. Cette réinterprétation continue instaure un lien entre passé et présent, enrichissant notre compréhension de la complexité des identités culturelles. En ce sens, le mythe fonctionne comme un réservoir d'images et d'idées susceptibles d'être mobilisées selon les besoins et les sensibilités contemporaines. Cléandre propose une conclusion sur la manière dont la narration calme et factuelle trouve dans l'exemple d'Héraclès un sujet idéal. Cette approche garantit une transmission sereine des valeurs et des connaissances, participant à un repos mental efficace. La structure méthodique des 12 travaux crée un rythme propice à l'écoute détendue, tandis que la portée symbolique apporte une profondeur suffisante pour stimuler la pensée sans la solliciter trop vivement. Cette harmonie entre forme et contenu illustre pleinement l'objectif poursuivi dans ces récits dédiés à l'apaisement. Le fil narratif mené avec rigueur et sérénité s'achève ici, laissant place à l'évocation suivante qui abordera l'héritage de ces mythes dans les œuvres postérieures et leur influence sur la culture moderne. La continuité du récit promet une exploration toujours plus riche des façons dont la légende d'Héraclès s'entrelace avec les constructions identitaires et les représentations artistiques à travers les siècles. Le temps offre ainsi un espace propice à la rencontre entre le passé ancien et les questionnements actuels, garantissant la vitalité permanente de ce patrimoine immatériel.